Donc j'invite les prochains intervenants à nous rejoindre, en sachant que les sujets qu'on va aborder sont très complémentaires de ceux qu'on a évoqués. Non, Damien Jean, vous qui êtes directeur, jeune directeur, je dirais, c'est-à-dire vous êtes partie de la nouvelle génération des directeurs d'EHPAD, et on voit à quel point, quand on va dans les EHPAD, on l'a vu à travers notre investissement dans les maladies neurodégénératives, on voit une nouvelle génération à la fois de professionnels engagés, mais également de familles ou de personnes malades qui sont en évolution par rapport à la maladie, qui veulent avoir part à des décisions, et des décisions qui portent un niveau d'exigence au niveau des valeurs. Vous avez lu la charte ? Oui, merci monsieur Hirsch pour votre invitation. Donc effectivement, j'ai pris le temps de lire en détail votre charte et effectivement, elle est très bien menée de bout en bout, puisqu'effectivement, elle est claire et elle permet de reposer, je dirais, les bases de questions, effectivement, de questionnements qu'on peut avoir au sein de nos EHPAD. Donc je dirige un EHPAD en région parisienne d'une capacité de 100 lits à Suresnes et un EHPAD public autonome. Et effectivement, nous, à la Chênaie, on a fait le choix de vraiment intégrer ces questions éthiques à travers le projet d'établissement qu'on a pu mener 2015-2019 et d'en faire vraiment un axe aussi, comme une colonne vertébrale, pour nous guider aussi à travers nos projets. Alors effectivement, nouvelle génération de directeurs, oui, sensibles, je pense, aux personnes âgées dans, je dirais, leur globalité, à la fois comme des personnes, à la fois comme des personnes citoyennes, des personnes qui sont à la fois aussi vulnérables, en perte d'autonomie et parfois dépendantes. Alors effectivement, c'est ce que je dis souvent, les EHPAD ont évolué, ce ne sont plus les maisons de retraite qu'on a pu connaître autrefois. Aujourd'hui, ce sont toujours des lieux de vie, mais on accueille des personnes plus dépendantes, plus polypathologiques. Et donc je crois que le rôle de l'institution en tant que telle, c'est de pouvoir accompagner ces personnes et effectivement faire en sorte que ce ne soit plus elles qui s'adaptent à leur environnement, mais que ce soit l'environnement qui s'adapte à ces personnes. Donc ce qui pose là aussi des questions éthiques, puisqu'on change effectivement de regard aussi sur la personne âgée. Alors effectivement, des EHPAD qu'on souhaite beaucoup plus ouverts qu'auparavant, c'est-à-dire vraiment des lieux de vie qui, je dirais, rayonnent sur leur territoire et puis également qui puissent interagir avec la cité et l'environnement proche. Donc effectivement, l'idée d'ouvrir les murs, c'est dans les deux sens. C'est effectivement voir l'EHPAD comme une cellule qui interagit avec son environnement, à la fois des résidents qui puissent sortir de la résidence et avoir, je dirais, la possibilité d'aller à l'extérieur et de leur permettre en tout cas d'aller à l'extérieur. Donc ça peut être du cinéma, ça peut être aller au marché, ça peut être parfois des petites sorties, c'est-à-dire de courte durée, mais qui vont permettre pour ces personnes de changer l'aspect de la journée. Et puis à l'inverse également, c'est de pouvoir permettre à des personnes extérieures de pouvoir venir dans l'institution. Donc là, je pense que ce qui peut être intéressant de mettre de plus en plus en place, c'est non pas ouvrir juste pour une journée porte ouverte, mais c'est complètement ouvrir les murs, par exemple pour des expositions d'art, ce qui se fait déjà dans le secteur hospitalier. Certains hôpitaux ouvrent leurs murs pour accueillir des expositions, mais ça peut être aussi pour des moments festifs. Pourquoi pas fêter les anniversaires des résidents et puis accueillir les résidents du quartier, les personnes âgées du quartier. Alors double intérêt que d'ouvrir les murs d'un EHPAD, puisqu'effectivement, je pense que cette nouvelle génération de directeurs, on a aussi pour mission de montrer que les EHPAD d'aujourd'hui sont des lieux qui se réinventent chaque jour aussi, et on essaye de faire rentrer l'innovation, on en a parlé tout à l'heure, et effectivement que ce sont des lieux de vie à part entière, même si pour ce qui est du secteur public, ils sont parfois rattachés à des centres hospitaliers. En tout cas, dans l'établissement que je dirige, on essaye de faire en sorte que ça reste un lieu de vie à part entière, avec des animations, des activités, et où le résident va pouvoir aussi, je dirais, dès son arrivée, pouvoir choisir sa décoration dans sa chambre, en reconstituer un nouveau lieu de vie. Alors effectivement, cet EHPAD doit se réinventer avec toutes les questions aussi qui ont trait aux nouvelles technologies.
puisqu'aujourd'hui, on accueille des résidents en moyenne d'âge 85 ans, 84, 85 ans en moyenne, mais qui parfois arrivent aussi dotés d'un ordinateur portable. Alors, c'est pas le plus courant, mais on le voit de plus en plus, de tablettes tactiles. Et donc nous, en tant que directeur, on doit également penser à ces nouvelles technologies pour ne pas que la personne âgée se sente isolée, pour qu'elle reste sur ses habitudes de vie. Alors, ça pose là aussi des questions éthiques, et vous l'abordez justement à un moment donné dans la charte. Et effectivement, moi, en tant que directeur d'EHPAD, ça m'interpelle sur la place de l'innovation et toutes les questions qui ont trait à l'innovation. Parce qu'effectivement, qui dit innovation, qui dit mettre en place des outils et des nouvelles technologies, dit pour les directeurs et les accompagnateurs, il faut qu'on ait cette capacité à faire attention à, je dirais, l'information, je dirais à l'intimité du résident, à garantir ces données, effectivement. Donc aujourd'hui, les résidents qui veulent aller par exemple sur Internet, on doit se poser ces questions-là, jusqu'où on va effectivement pour les accompagner, quelle est la place que l'animateur doit avoir pour permettre par exemple aux résidents de skyper avec son petit-fils qui va habiter à l'étranger. Donc effectivement, ces questions-là, nous aussi, les directeurs, on est garant de ce questionnement-là. C'est des choses qui sont nouvelles, en tout cas dans nos EHPAD. Et puis effectivement, on parlait tout à l'heure de gouvernance. Je crois que les questions éthiques, effectivement, elles font un peu effet boule de neige. C'est-à-dire qu'effectivement, si la direction se questionne, accorde une place importante à l'éthique et qu'elle, je dirais, véhicule cette volonté, en tout cas, de questionnement auprès de ses cadres, effectivement, le cadre de proximité va d'autant plus être en écho, je dirais, à l'écoute des questions des résidents et des familles. Alors, oui, les familles ont toute leur place en institution. On l'a évoqué tout à l'heure, il y a des temps réglementaires pour cela, les instances, les conseils d'administration, les conseils de la vie sociale, avec des représentants des résidents. Mais je crois qu'on a aussi à faire évoluer ces temps-là et en proposer d'autres. Alors sous forme de café-débat, nous c'est ce qu'on propose de temps en temps à la résidence La Chênaie, pour permettre sous, je dirais, une autre forme peut-être de recueillir les questions des familles, des proches, des résidents, et puis c'est effectivement faire en sorte d'être toujours à l'écoute et vigilant par rapport aux souhaits, aux désirs des résidents, et d'être très vigilant, voilà, à l'isolement aussi en EHPAD. Malgré ce côté institutionnel et vie collective, on peut avoir des résidents qui s'isolent, et donc aujourd'hui c'est à nous aussi, les professionnels, de veiller à ce que le résident se sente à l'EHPAD comme chez lui et chez lui. Vous avez noté, chacun a choisi un petit peu dans la charte le thème, le propos qui nous paraissait important, mais en vous écoutant, vous voyez, je me disais, une des premières chartes qu'on a fait à l'espace éthique, c'est avec Catherine Olivet en 2007. C'était pour les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ensuite, on l'avait revu la charte en 2012. On avait fait de nouvelles versions. Et ce dont on se rend compte, et on s'en est vraiment... cela nous a beaucoup intéressé quand on a rédigé cette charte, c'est qu'il y avait une dimension universelle des questions. C'est-à-dire, la question Alzheimer, c'est une question en soi, mais elle peut être posée dans d'autres contextes. Et vous voyez, moi, si j'avais été à votre place... Peut-être dans ma prochaine réincarnation, je suis invité à parler d'achat. Il y avait un sujet que je trouvais intéressant dans l'achat, c'est le point 4.3. En institution, la personne doit être respectée dans ses habitudes de vie. C'est l'air de rien, mais à travers les années, on entend de plus en plus des professionnels, des familles, des personnes malades qui nous disent ça. C'est-à-dire que dans cette charte, c'est un petit peu une sédimentation de tout ce qu'on a entendu et repris. On n'a rien inventé. C'est un espèce de patchwork qui, à un moment donné, témoigne d'une sensibilité, et une sensibilité, j'imagine, les historiens du futur, quand ils regarderont ce genre de documents, ils diront, tiens, on voit émerger maintenant la notion de respecter la personne dans ses habitudes de vie, dans ce qu'elle est, plutôt que dans les grands mots, intérêt de la personne, j'ai évoqué tout à l'heure. Ensuite, on a décliné. Mais ensuite, on a décliné d'une manière concrète. Son bien-être, voilà, un sujet intéressant. Dans beaucoup de textes de bioéthique, aujourd'hui, on parle du bien-être de la personne. Qu'est-ce que c'est respecter le bien-être de la personne ? Alors tout à l'heure, vous avez parlé de bien-traitance, c'est intéressant, mais est-ce que le bien-être de la personne, c'est pas plus riche que de s'interroger sur son bien-être avec toutes les restrictions, en quoi on va être intrusif, est-ce que c'est à nous de vraiment s'interroger? Toutes ces questions sont abordées dans la charte. Ensuite, ces choix.
pour autant qu'elle ait des choix, d'une certaine manière. Donc ces choix, pour nous, c'est une question, tout ça pour dire que la charte, on pourra la travailler pendant des années, article par article. Et sa qualité de vie. Vous voyez, on parle de bien-être, de qualité de vie, c'est encore une autre nuance. Ces relations sociales, qui nous a paru aussi très intéressant, et on l'a vu à travers les années. La personne, c'est pas uniquement la relation de soins, c'est sa socialité, tout à l'heure ça a été évoqué, sa citoyenneté, enfin toutes ses valeurs. Ne vous inquiétez pas, je vais terminer l'exégèse assez vite, sans ça vous en avez jusqu'à demain matin, il n'y a que sur cet article. Et également, on a vu très très vite apparaître, et on a été beaucoup aidé par les professionnels, notamment d'EHPAD, sur la question de vie affective des personnes. Pas uniquement les relations sexuelles de la personne, puisque très souvent on est saisi en tant qu'espace national sur la question de la relation. Mais c'est l'affectivité, c'est-à-dire la personne dans ce qui la constitue, c'est-à-dire c'est l'intégrité de la personne, et la dimension affective est une dimension, souvent les gens confondent l'affectif avec le sexuel, enfin je veux dire, le relationnel, toutes ces dimensions doivent être privilégiées. D'ailleurs on a mis privilégié, c'est pas, on n'impose pas, c'est des éléments à prendre en compte. Et l'expression de la personne doit toujours être recherchée. Et je ne vais pas décliner toute cette affaire, mais sur les capacités décisionnelles de la personne, c'est des éléments à prendre en compte, y compris lorsqu'elles sont relativement limitées, et on le voit dans le contexte. Donc merci de votre approche.